semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo. Au menu du décryptage de cette semaine, le 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Le président Patrice Talon prononcera ce soir un discours. Les attentes seront évoquées au cours de cette émission. Nous parlerons également de la mémoire de Rosine Vieira-Soglo qui nous a quittés le dimanche dernier. Nous parlerons également au cours de cette émission de l'entrevue qu'il y a eu entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Et pour l'exercice de ce matin, chers amis internautes, je serai entouré de 3 monuments de la presse nationale, à savoir Michel Tchanou. Il est consultant média, analyste politique. Il est à côté de Basile Thibozo, président directeur général du groupe de presse Le Challenge. Et le troisième invité qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de Esaü TV, Joseph Perzonago, est de retour sur ces plateaux, le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Sans plus tarder, sans discourir, chers amis internautes, on le retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Michel Tchanou. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. C'est une première. Vous êtes consultant média, analyste politique. Bonjour à vous également, Joseph Perzonago. Bonjour aux amis internautes de Esaü TV. Merci de l'être revenu. C'était un devoir. Bonjour à nouveau, Basile Thibozo. Bonjour, Kader. Président directeur général du groupe de presse Le Challenge. Alors, Michel Tchanou, je commence par vous. Demain, dimanche, le 1er août, 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Dites-nous quels sont les sentiments qui vous animent. Le sentiment que notre pays avance malgré tout. C'est demain, ça fait 61 ans d'indépendance. Et quand vous prenez les 61 ans d'indépendance, on peut les diviser par 3. On a d'abord de 60 à 72, le temps de l'instabilité politique. On a de 72 à 90, le temps de marxisme, béninisme, comme le diraient certains, le temps de la stabilité. Et puis on a de 90 à nos jours, 2021. Et quand vous regardez en gros, on se dit que quand même, moi, ça c'est mon impression personnelle, on se dit qu'on regarde les 30 ans, on peut les diviser en deux. J'ai l'impression que le Bénin a plus progressé de 90 à 2021 que de 60 à 90. On peut l'expliquer. 60 à 72, on avait l'instabilité politique, les régimes faisaient à peine 2 ans, 3 ans, et puis il y avait les coups d'État. De 72 à 90, on avait un régime idéologique, certains parleraient de dictature de Mathieu Guirikou, ici, patati patata. Ce qui est certain, tout ça est tombé à volo, on en est arrivé au programme d'ajustement structurel, et puis on en est arrivé à la conférence nationale. Mais quand je regarde le Bénin d'aujourd'hui, de 90, de la conférence nationale, à nos jours, on a fait du progrès et je crois qu'on aura le temps d'en revenir. Est-ce qu'on a fait du progrès, selon vous, Joseph Perzonago? Bien évidemment, et je n'oserais pas remettre en cause l'analyse de mon vis-à-vis, Michel, pour dire que malgré tout, quand on repart vers cette période, les années de braise de la Révolution, quoi qu'on dise, ça a été aussi une étape qui a contribué à progresser le Bénin, quoi qu'on dise. Parce que ne l'oublions pas, il fut un temps dans les années 80, le Bénin avait connu, au-delà de la stabilité et de la cohésion nationale, c'est important, il faut le dire, il y avait une certaine cohésion nationale qu'on doit pouvoir relever ici. Mais le Bénin, dans les années 80, pour ne pas parler de 83, 85, 86 par là, le Bénin a connu quand même des progrès économiques. Ça, on ne le dira pas parce qu'en fait, la philosophie politique choisie par le pays faisait qu'on le mettait à l'index. Le Bénin a connu quand même un progrès, un certain progrès, même au plan politique. Et ce qui a aidé à faire le saut prodigieux vers le renouveau démocratique, parce que le Bénin n'était pas le seul dans les années 90 à accéder à ce vent de changement qui a emporté pratiquement aussi bien l'Europe qu'une bonne partie de l'Afrique. Mais si le Bénin s'en est sorti à si bon compte, c'est parce que quelque part, il y avait une formation politique, il y avait une sorte de prédisposition que la période révolutionnaire a inculqué aux Béninois, quoi qu'on dise. Donc il faut le reconnaître. Donc, pour répondre à votre préoccupation, je dis oui, le Bénin a progressé, quoi qu'on dise. De ces étapes, le Bénin a progressé. C'est vrai, après la période d'instabilité que je partage avec mon confrère, tout ce qui a suivi après, on peut considérer que le Bénin
tant bien que mal à progresser. Par contre, moi, je serais un peu mesuré pour dire de 90 à 2021, il y a eu ce que je pourrais appeler une dent de scie qu'il faut avoir le courage de reconnaître aussi, parce que en tant que journaliste aujourd'hui sur ce plateau, on a une pointe de nostalgie ou de regret, par exemple, pour se dire, bon, mais en 2005, on était cité parmi les meilleurs, je dis en tant que journaliste, en termes de liberté de presse. On avait occupé un rang honorable, enviable, par exemple. Mais quand on compare ça au rang que nous occupons aujourd'hui, en 2020-2021, on peut se dire qu'il y a régression. Je ne dis pas qu'on n'a pas progressé, on a progressé en des domaines donnés, mais on a régressé, et c'est dommageable et puis c'est regrettable. Donc je voudrais porter ce témoignage. Ce témoignage. Jean-Baptiste Thibodeau, vous êtes également ancien président du CNPA. Vous avez suivi l'analyse de vos deux confrères. Quelle est la vôtre? Non, merci beaucoup. Non, moi, je constate quand même que nous avons connu effectivement 3 périodes, 60 à 72, 70, 70 à 90, 90 à nos jours. Nous avons connu quand même des fortunes diverses et variées. Et il faut dire quand même que moi, je pointe les années 60 à 72 comme l'année la plus déstabilisante, les années décennies la plus déstabilisante pour notre pays, parce que c'est l'année, c'est la période où on a remarqué une suite chaotique de coups d'État, une instabilité totale, une déstabilisation des tissus sociaux et tout, avec en pointe une forte ethnisation du pays. Le pays était complètement divisé en termes d'ethnie, du nord et du sud. De 70 à 90, au-delà du coup d'État de Mathieu Kérékou et de la dictature militaro-marxiste qui a été installée, on a constaté qu'il y avait une sorte de retour à l'unité nationale qu'apprenait le chef de l'État Mathieu Kérékou. Vous savez, dans tous les concours qu'il y avait, on voulait quand même que le Nord et le Sud soient constants et réguliers dans tous les maillons de l'économie et de la vie politique, à telle enseigne que ce dégât, ce chaos qu'on observait dans les années juste avant les indépendances, ont été corrigés dans les années 80-90 par Mathieu Kérékou, au-delà de la dictature, au-delà du truc. L'autre chose qui est à mettre à l'actif de la gestion de la deuxième période, c'est le civisme qu'a inculqué à la nation béninoise la révolution. On se sentait fier d'être béninois. Il y avait les chansons, il y avait les discours, il y avait une sorte d'emballement national qui montrait, qui mettait l'accent sur l'être béninois dans sa dignité, dans son honneur. Évidemment, au-delà de ça, l'homme ne mangeait pas, parce que le chaos économique était évident, était patent, était réel. À tel enseigne qu'en 90, le vent a balayé Mathieu Kérékou et le renouveau est arrivé. Le renouveau est arrivé, mais on a remarqué, le renouveau signifie état de droit, signifie libéralisme total, signifie liberté politique, économique et tout et tout. Et quand on parle de libéralisme, le libertinage n'est pas loin. Donc on a connu, de 90 à nos jours, 30 ans de micmac entre le purement libéral et le purement liberticide et libertaire. Donc, c'est sur cet angle-là que moi je vois cette période-là. Alors, je reviens vers vous, Michel Tianou. Lorsqu'on prend la période de 90 à nos jours, nous allons peut-être pas passer tout notre temps dessus, mais de 2016 à nos jours, le Bénin connaît une nouvelle dynamique, celle impulsée sous le leadership du président Patrice Talon. Dites-nous, qu'est-ce qui a véritablement changé pour le meilleur des populations, pour le bonheur des populations? Pour mieux appréhender la période 2016 à nos jours, je dirais qu'il y a 90. Quand on prend la période 90, parce que la période 90 à 2021 peut être aussi divisée en 3 par rapport à notre leader. On a de 90 à 95, on a Nicéphore Soglo, à qui on ne reproche pas son bilan. Hein. On lui a reproché, il avait un bilan, mais on lui a reproché l'arrogance, la gestion clanique et familiale du pouvoir. On a fait partie, mais c'est quand même sous lui qu'on a eu quelques pavés, ainsi de suite. Qu'on a eu même les pavés, qu'on a eu quelques pavés, on a eu quelque chose. On a eu les 10 ans de Mathieu Kérékou, de 2006. Et donc, de 96 à 2006, 10 ans de Kérékou. Kérékou, on le connaît, c'est Kérékou 2, on a eu Kérékou 3, c'est le bon gestionnaire de famille, le bon père de famille. Mais je ne pense pas qu'on ait pu faire grand chose dans cette période parce que Kérékou Soglo avait remis le pays sur les rails comme il est malheureux répété lui-même. Et Kérékou est venu gérer cette période-là.
Donc les périodes Kérékou, on ne reproche pas grand-chose, sauf que sous Mathieu Kérékou, on peut dire, bon, lui, il avait déjà consolidé l'unité nationale, comme l'a dit Basile, on peut le mettre ça au crédit de Mathieu Kérékou. Donc le règne de Kérékou, bon, c'est le bon père de famille qui a géré ainsi de suite. Mais après ça, on a eu la période qu'on a dit du changement, qui devrait être du changement de 2006 à 2016. Mais en termes de changement, je ne vois pas grand-chose qu'on a eu. En termes de changement, je l'ai passé mon temps à le dire dans le temps. En termes de changement, c'est vrai, on peut mettre au crédit de Monsieur le Président Yahi Boni quelques routes, Ouida, Cotonou, ainsi de suite. Mais on a eu plus de scandales que de choses. Il y a eu des réformes qui ont été annoncées. Il y a eu des réformations, il y a eu plein de choses qui ont été annoncées qui n'ont pas été faites. C'est là où on a eu la rupture de 2016 à nos jours. On noie le temps et en historien, il faut quand même laisser du temps au temps pour pouvoir replacer chacun dans son contexte. L'histoire aura le temps de mettre Yahi Boni qui écoute dans son rôle. Mais pour le moment, on est de 2016 à nos jours. Et là, j'en viens à votre question. Oui. De 2016 à nos jours, de 2016 à 2021, on a eu un premier mandat de rupture. On peut ne pas aimer le chef de l'État qui est là, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas tenu parole. Il a promis des réformes et il est en train de les faire. Il a engagé plusieurs réformes, tant au plan de la Constitution, qui était vraiment devenu un goulot d'étranglement pour notre démocratie. Chacun a annoncé, il a réussi beaucoup de réformes. Au plan infrastructurel, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Ce qui est certain, il a promis la rupture, il a fait la rupture, il a promis des réformes, il est en train de les faire. Et les réalités sont là. Qu'on l'aime talent ou non, il y a eu des réalités, il y a eu beaucoup d'avancées. Je ne vais pas me mettre à lister les choses. Nous allons revenir beaucoup plus en détail tout à l'heure par rapport aux dites réformes qui ont été effectuées et qui font objet de polémiques et même de controverses. Mais Joseph Perdonagho, vous avez suivi tout à l'heure Michel Tchanouche qui a décrypté la période de 90 à nos jours. Est-ce que vous partagez son décryptage? Bon, pas totalement. Si je partage certains aspects de ce qu'il a développé, pas tout. Du moment où la question que vous lui avez posée était liée à la période 2016 à nos jours. Et pour aussi apprécier, il faut se dire d'où nous venions. Il a tout fait de repartir un peu en arrière avant de retomber en 2016 à nos jours. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Au tableau d'affichage, on se rend compte que ce soit Kérékou, bien entendu, sous son air, on a vu ce que moi j'appelle la cohésion nationale. C'est-à-dire, pour faire court, la cohésion nationale. Je l'ai concédé. Oui, c'est ce que mon confrère Basile parlait de l'unité. Je dis cohésion nationale, c'est bon. Kérékou l'a initié, on l'a reconnu tous. Les autres l'ont reconduite. C'est une bonne chose. Je n'ai pas souvenance que ce soit Soglo, Yahi Boni, à leur arrivée, on a senti qu'il y a une sorte de déchirure ou d'effilochement du tissu social. Non. Par contre, de 2016 à nos jours, concédons-le, reconnaissons-le, il y a cette déchirure. Il y a une sorte de césure entre le vivre ensemble du Béninois et l'approche que nous avons de la fraternité, justice, travail. Quand on prend ce triptyque, on se rend compte aujourd'hui que quelqu'un a parlé de Avolo. Je ne voudrais pas aller dire que c'est Avolo, mais je dis où est passée fraternité, où est passée justice. Le travail, on le cherche. Et où est passé le travail? Non, on le cherche. On le cherche parce qu'on me dira, ah non, tu peux travailler chez toi. Et donc là, je me réfugie derrière, on le cherche. Mais les deux autres là, je les cherche, je ne les trouve pas. Fraternité est passée par où? Justice est passée par où? Et donc, c'est sous ce régime de 2016 à aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Parce qu'en fait, il y a, pardon, il y a ceci que je dis de façon constante. Aucun président, enfin, de mon point de vue, moi j'ai connu les présidents qui sont succédés, je ne peux dire à l'actif de Kérékou qui n'a rien fait. Il a posé ses jalons, il a fait un certain nombre de choses aussi. Et puis, dans la foulée, je dis, si Kérékou n'a jamais rien fait, il y a le stade de l'amitié qui est là. Ça porte son nom, de la preuve. Alors, Soglo, a-t-il fait quelque chose? Je ne voudrais même pas parler des pavés, parce qu'il y a au-delà des pavés, parce qu'en fait, c'est ça aussi, chez nous, sur le continent africain, sous les tropiques, c'est lorsque nos dirigeants se cantonnent dans ce segment, on dit, mais ils ont fait quelque chose de formidable. On a fait des routes, on a fait l'asphaltage au Bénin, aller à la Révive, un quartier où les gens sont déjà aisés, et on est allé y faire de l'asphaltage. Allez à Vossa, qui est juste à quelques encablures, d'où nous sommes ici en ce moment. Vossa, c'est juste à côté. Allez-y pour voir si vous pourrez traverser Vossa. Et donc,
on le fait au vu et au su de tout le monde. On positionne les pavés, on positionne l'asphaltage au vu et au su de tout le monde. Les dirigeants africains sont friands de ce genre de choses. Alors, je dis, au-delà, à son passage, Tsoglo a posé des actes significatifs. Aujourd'hui, on peut aussi dire à l'actif du président Talon, qu'il a posé des actes significatifs. Il n'y a pas de problème à le dire. Mais ce que moi, je suis obligé de regretter, c'est cette déconfiture du tissu social. Déconfiture. Il n'y a rien de plus précieux que cela. Et alors, retrouvez-moi la justice, retrouvez-moi la fraternité. Le travail, je m'en occupe. Alors, dites-nous, Bazé Tibozo, est-ce que vous notez que le vivre ensemble est à mal depuis l'avènement du président Patrice Talon? Écoutez, notre pays n'est pas en guerre, que je sache. On n'est pas en guerre civile, que je sache. On a circulé tous pour venir ici, de façon normale. Nous demeurons frères quand même, hein, au-delà de tout. Mes frères du Nord, mes frères du Sud, mes frères de l'Est et de l'Ouest. Mais en 2019, en 2021, il y a eu... La fraternité est de mise. La justice, oui, il y a la justice sociale, il y a la justice politique, il y a la justice des hommes, et puis après la justice divine, il y a la justice de la nature aussi. Moi, je ne voudrais pas qu'on caricature un peu les pays. Comme l'a dit Perzo, je crois que chaque président a fait quelque chose de magnifique pour notre pays. Parce que leur vision, c'est de faire quelque chose pour le pays. Ils ont été portés à la tête de notre pays pour faire quelque chose. De Maga à Patrice Talon. Mais vous parlez de la période de 2016 à nos jours. Non, je crois qu'on a remarqué, comme on l'a dit, il y a une philosophie fondamentale qu'il ne faut pas perdre de vue. L'homme est venu avec quoi? Yahi est venu avec quoi? Nicéphore est venu avec quoi comme philosophie politique? Nicéphore Soglo est venu en 91 avec la philosophie de reconstruire le Bénin. Il a fait ce qu'il a pu. On l'appelait en ce moment-là Hercule, le bâtisseur. Yahi est venu avec quoi? Avec un premier changement. Il a imposé le changement tel qu'il a pu. Au second mandat, il est venu avec quoi? Avec la refondation. Il a voulu refonder parce qu'il a dit mais le changement ne marchera pas si je ne refonde pas ce pays qui est ontologiquement profondément divisé et compliqué. Et il disait en ce moment-là qu'il ne savait pas que pour marcher sur l'eau, pour traverser, il fallait caresser les crocodiles. Vous vous souvenez de cette allégorie-là? C'est un pays totalement, bizarrement difficile. Et puis il est parti, 10 ans. Et puis Talon est arrivé. Talon a dit, je suis venu avec la rupture, je romps. La rupture, tout ce qui s'est passé après est dans la philosophie de la droite ligne de la rupture. Rupture avec la cohésion nationale aussi? Non, justement. Est-ce qu'on n'est pas, quand on parle de, c'est trop fort de parler de cohésion nationale qui est mise en mal. Je ne voudrais pas qu'on aille là. Parce que moi, quand je circule, quand je vais au nord, je suis très à l'aise. J'ai des amis. Quand je viens au sud, je suis très à l'aise, etc. Je crois que dans notre philosophie, dans notre discours, nous devons contribuer à bannir ce mot-là. Moi, je ne pense pas du tout. Avant de revenir à Michel Tianou, est-ce que vous ne pensez pas que les événements qu'on a eus en 2019 et en 2021, les élections électorales, c'est cela qui amène à... Ces années, c'est ce qu'on a eu pendant les élections présidentielles, ne sont rien du tout par rapport à ce que nous avons eu dans les années 60, avec les Maga, avec la Romanébé, avec les Tometi. C'est rien du tout. Le pays est fort. Ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est des fritures, c'est des gribouilles, c'est rien du tout par rapport à la violence qu'on a observée dans les années 60. Et pourtant, le peuple est resté debout. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça a contribué à consolider l'unité nationale. Si bien que personne aujourd'hui ne peut vouloir fondamentalement diviser le pays, ça ne marchera pas. Même dans son rêve le plus fou, le Bénin est debout, clair, il ne se partira pas. Le Bénin ne se divisera Michel pas. Tianou, vous avez envie de réagir? Tous ceux qui ont voulu, qui ont lancé des actes de guerre contre le pays, qui ont lancé des rébellions dans le pays, ils ont échoué aujourd'hui. Le pays les dépasse et les transcende. Voilà. J'adore bien Perzo, il parle de cohésion nationale, je ne comprends pas ce qu'il appelle comme ça. Je me souviens, au cours d'un 1er août, une fameuse interview du chef de l'État avec des journalistes. Je me souviens ce qu'il a dit. Je me souviens encore de Yahi Boni qui disait que notre démocratie est une démocratie Nescafé. Et qu'il fallait changer notre démocratie Nescafé. Mais pour une fois, on a à la tête de l'État quelqu'un qui a annoncé des réformes et qui tient à le faire contre vents et marées. Le Béninois veut que son pays se développe. Le Béninois veut, il est d'accord. Le Béninois veut des réformes. Mais il veut que les réformes ne concernent que les autres. Pas lui-même. Pas que ça le touche.
On vient avoir un Cotonou comme Abidjan, comme les autres grandes villes, mais on ne doit pas casser ma maison. On vient avoir ceci, on vient avoir cela là. Mais la mentalité du Béninois ne veut pas changer. Mais pour une fois, on a quelqu'un qui Kérékou disait quoi dans le temps? Si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Mais il savait que personne ne serait jamais prêt. Mais pour une fois, on a quelqu'un qui est prêt et qui est prêt à aller. Moi, j'ai écouté Kérékou et Soglo dire que, tel que le monsieur a annoncé ses réformes, il les a annoncées. Et le peuple a voté pour lui. Ce qui s'est passé en 2019, ce qui s'est passé en 2020, on sait. Moi, j'ai écouté Yahi Boni et Kérékou dire qu'on va le rendre le pays ingouvernable. Yahi Boni l'a annoncé, l'initiative. On va le rendre le pays ingouvernable. Et quand un ancien président le dit, on a vu que ça a été tenté dans le temps. Donc, le monsieur a été obligé de prendre ses dispositions parce que le monsieur dit, je vais réformer le pays. Et qu'on va le mettre, qu'on va le porter en triomphe. Je conçois, je concède que c'est un peu dur pour chacun. Mais le Béninois a parfois besoin de ces gens, de quelqu'un qui... Le remède de l'abus naît de l'abus. Le mal arrivé à un certain point se gorge lui-même. Nous sommes arrivés à un niveau de perversion, de perversité, qu'il nous fallait quelqu'un. Le système même a produit un gars qui peut nous réveiller. Mais c'est cela qui se passe. Et je conçois que la résistance, ceux qui résistent, qu'est-ce qui se dit résistance, tout cela, tout qui n'est pas... Perso, on ne peut pas concéder. Même si vous le faites, on ne peut pas dire que le pays est dans la guerre, près au bord de la guerre civile, on a fait des pavés seulement à la vive. Il faut quand même une vitrine de notre ville. Dans tous les pays du monde, il y a tous ces genres de vitrines. On ne peut pas dire que le pays est au bord de la déchirure, non, moi je ne vois pas. Le système a fait des mécontents, ce qui est naturel. Le système a fait des mécontents, ce qui est naturel. Mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Je le dis, c'est dur pour tout le monde, mais il nous fallait bien quelqu'un un jour qui en arrive à cette extrémité-là. Alors, Joseph Peronago, qu'est-ce qui serait la résultante de ce que vous décrivez tout à l'heure? Précisez votre question. Vous avez parlé tout à l'heure de vivre ensemble qui serait à mal, de la fraternité de la justice qui ont disparu depuis 2016. Que sont les actes qui ont conduit à cette situation, selon vous? Vous savez, je suis heureux, je suis tellement heureux de dire ce que je ressens, que je ne sais quel autre argument fut-il édulcoré, pimenté, ou que sais-je encore, me démontrait. Je dis ceci. Vous voyez combien d'efforts on est obligé de faire pour démontrer que tout va très bien. Vous voyez? Alors, moi j'ai parlé de vos sages, j'ai fait une juxtaposition, simplement parce que c'est juste à côté, il faut y aller pour voir. On me parle de développement. Alors, je voudrais dire, est-ce que ceux qui ici sur ce plateau parlent de développement, veulent-ils me dire que le développement consiste à faire des routes, un point barre? Moi, enfin, de façon empirique, la conception que j'ai du développement, ce n'est pas cela. Enfin, je n'ose pas croire que Michel... De la dictature du développement. Que Michel ait pu dire que qu'on est en train de se développer et puis on fait la route. Non, le développement, c'est un ensemble. Le développement... Non, mais pourquoi vous disiez ça? Je vous en prie, j'ai encore la parole. Le développement, vous allez dans un village ou dans un hameau quelconque et vous constatez le développement. Même sans pavé, vous constatez le développement. Le développement, c'est aussi la santé. Le développement, c'est aussi la capacité que j'ai à dire je ne suis pas d'accord sans en mourir, sans en avoir peur. Le développement, c'est aussi ça. Le développement, c'est mes droits humains, mes droits d'aller et venir, mes droits d'aller à la grève, mes droits de dire je ne suis pas d'accord. Je vous en prie, Michel, doucement, je suis en train de parler. Donc, le développement, donc disais-je, le développement, ceux qui disent voilà, ce monsieur est arrivé, il veut impulser le développement, mais le développement, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Je vous en prie, Oui. Qu'est-ce qui fait et quels sont les tenants et les aboutissants? Aujourd'hui, on me dit que cohésion nationale, qu'est-ce que je veux dire dans cohésion nationale? Ben, le mot est aussi simple, allez voir son sens. Cohésion. Nous sommes dans la cohésion. Vous voyez, la cohésion. Je voudrais insister là-dessus. Mais quelles sont les situations? Qu'est-ce qui s'est produit Aujourd'hui, vous savez, quels sont les événements? Il y a des éléments qui ne trompent guère. Lesquels? Vous voyez, de mémoire de Béninois, il n'y a qu'une certaine période dite révolutionnaire où lorsque tu prends ton téléphone pour parler à un frère, à toi ou quelqu'un situé à l'autre bout de la ville, tu avais des raisons. D'ailleurs, il n'y avait pas de téléphone GSM à l'époque.
Voilà. Bon, l'anecdote nous raconte qu'il y a même des gens qui s'attablent et dès qu'ils ne comptent pas parler, ils regardent à gauche, à droite avant de parler. Nous sommes replongés dans ce genre de période aujourd'hui. Et nous sommes replongés dans cette période au point où la peur existe. Au point où, lorsque vous allez même en famille, vous vous demandez, il est de quel bord? Est-ce que c'est ça la cohésion? La cohésion? Non, je dis, aujourd'hui, il y a cette plaie qui est béante. Mais si on fait de l'ignorer, tant mieux. Mais qu'on ne m'empêche pas de dire que ça ne va pas. Aujourd'hui, on parle de rupture. Enfin, mon frère d'en face me dit tout à l'heure qu'il y a rupture. On a rompu avec les malversations. N'est-ce pas? Vous allez me dire oui. On a rompu avec quoi? Pousser d'autres en prison et protéger d'autres. D'autres se réfugient aujourd'hui sous le parapluie. Si vous êtes politicien, vous faites partie des 2 blocs présidentiels, tenez-vous tranquille, vous avez des chances de vous en sortir. Mais alors là, malheur vous en prendra lorsque vous déclarez que vous êtes Donc, opposé. il n'y a aucun acteur politique opposé, je vous en prie. qui soit en prison. Non, vous savez, je vous connais, vous, Kader, par rapport à ce genre de questions comme ça. Alors, c'est ce qui se passe et ne pas le dire, c'est faire preuve d'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite. Merci à vous, Joseph Perzonago. Moi, je suis déjà content que Perzo dise qu'on ne peut plus parler, mais qu'il lui ait le droit de parler. Je l'entends sur les réseaux, sur les médias. Hein? Il dénonce, il dit les gens ne peuvent pas parler, mais vous parlez de quoi là? Vous parlez. S'il n'y avait pas de vous parlez. La peur. Et quand ne redisez pas aussi les points aux routes, il n'y a pas que les routes. Il y a l'électrification des villes et villages, il y a de l'eau partout, il y a des infrastructures qui sont en train d'être érigées, il y a le Fonds national de développement, le FNDA, il y a les microcrédits, il y a plein de choses qui sont en train de faire. Mais vous vous focalisez seulement sur la liberté, encore que sur la liberté, vous parlez comme moi là. Vous critiquez, personne n'empêche personne de critiquer. Si d'autres ne veulent pas parler parce qu'ils ont des intérêts, tout ça, là, ça fait leur problème. Mais vous parlez, vous. J'entends l'opposition parler, moi. J'entends les résistants aujourd'hui. Quel président aujourd'hui peut encore obliger, avec le numérique aujourd'hui, avec le nombre de réseaux sociaux que nous voulons, vous pensez que quelqu'un peut encore prêter la parole dans ce pays? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, les gens parlent dans le pays. Merci à vous, Michel Tchanou. Basil Chibozo, vous voulez réagir tout à l'heure avant que Michel Tchanou. Non, je crois quand même qu'il faut que Perzo puisse ramener la balle à terre. Notre pays n'a aucun problème, sauf les problèmes que les gens voulaient qu'il ait. Sinon, moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on s'amuse, ça se fait peur. On vend la peur. Mais Perzo est un contre-exemple de ce qu'il dit. Je l'ai vu toujours venir ici, marcher, rouler dans son véhicule, marcher de lui, pour venir faire des débats ici, de façon libre et délibérée, qu'il n'a jamais pris. J'ai vu plusieurs fois Azatassou venir ici faire des débats, malgré qu'il soit démocrate, faire des débats pour Dieu ici. Il n'a jamais été pris. Il n'a jamais été inquiété. Et je souhaite qu'on ne focalise pas, qu'on ne dramatise pas, que dans nos discours, dans nos actes, qu'on ait la possibilité de transcender un peu ces éléments-là. Non. Je crois que nous avons intérêt tous à bâtir le pays. C'est vrai que ce qui est à déplorer doit être déploré. Mais il ne faut pas qu'on pousse trop loin le bouchon. Il ne faut pas qu'on pousse trop loin le bouchon. Le bouchon, le mal-vivre, le truc là, non. C'est quoi mal-vivre? C'est quoi le truc là? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? J'ai l'impression qu'on fait une sorte de débat fiction. Comme si l'antériorité ne nous déduque pas. On a la peur des dieux aujourd'hui. Vous imaginez dans les années 80-81, on a connu même la misère ici. On a vu ce qu'on appelle une période où on avait, c'était une période de Nivaquine. On parlait de Nivaquine en ce moment-là. Et d'exil même. Oui, à l'époque, les gens de Nivaquine en ce moment-là, où on frôlait la famine. Tout le pays frôlait la famine. Le peuple béninois, c'est un peuple dur, en exil à l'époque, qui a connu beaucoup de choses. C'est un peuple, comme on l'a dit, c'est un peuple éternel. Et personne, ni opposant, ni gouvernant, ne peut basculer le destin de ce pays-là. Merci à vous, Basil Chibozo. Alors, nous allons progresser dans cette émission. Ce soir. J'ai encore la parole, n'est-ce pas? Oui, je vous reviens. Je vous reviens, Basil, si vous permettez. Alors, Joseph Perzonago, ce soir, le président Patrice Talon va prononcer un discours. Quels sont les sujets sur lesquels vous l'attendez? Bon, je vais nourrir d'espoir, même si mes espoirs seront trahis. Comme à son habitude, j'ai souvent nourri d'espoir. Lorsque le chef de l'État s'apprête à intervenir, je me nourris d'espoir et puis il a le doigté de me les trahir, mes espoirs. Et bon, je vais les nourrir encore, quitte à ce qu'il me les trahisse. Je nourris l'espoir que le chef de l'État va faire en sorte qu'il y ait du dégel. Moi, je sais qu'on a besoin de cela, qu'il y ait du dégel. Je voudrais aussi souhaiter que le chef de l'État puisse
véritablement faire en sorte que le desserrage de la ceinture qu'il a promis puisse avoir lieu. Voilà des promesses que le chef de l'État a l'habitude de faire et moi je voudrais le prendre au mot. Je voudrais prendre au mot le chef de l'État qui disait dans son dernier discours que je crois que c'est à son investiture, si je ne m'abuse, il a laissé croire ou laissé entendre ou laissé espérer que les fils et filles de ce pays devraient désormais se focaliser. Les élections, c'est derrière, se focaliser sur le développement du pays, nul ne sera de trop. Je crois peut-être que j'abuse de ce que je n'ai pas bien cru entendre, mais j'ai cru comprendre qu'il a laissé en filigrane dans son discours ce genre de choses. Je voudrais l'inviter donc à véritablement aller à cela, permettre à ce que ces Béninois qui, comme je ne voudrais pas, c'est un mauvais rêve, les années 70 où on a un afflux de réfugiés ou d'exilés béninois à l'extérieur de leur peuple, de leur pays. On est presque dans le même schéma aujourd'hui où je suis en train de constater qu'il y a plus de Béninois en exil qu'on en a compté sous la Révolution, malheureusement. Et là, je voudrais inviter le chef de l'État à regarder ses frères et à faire chose. Et puis, il y a un phénomène qui s'est produit tout récemment, un phénomène qui s'est produit et qui devrait toucher le cœur du chef de l'État. Je ne voudrais pas me prononcer là-dessus parce qu'on en reviendrait, mais pour dire que le chef de l'État n'a qu'à tendre la main à ses compatriotes davantage et desserrer la ceinture. Parce que là, ça commence à serrer jusqu'au thorax. Alors, Basile Chibozo, quelles sont vos attentes? Non, je crois que, comme Perzo dit qu'il y a plus d'exilés que pendant un peu révolutionnaire, c'est une violente hyperbole. Je crois quand même que c'est une exagération majeure. Non, je crois quand même que c'est le premier discours post-présidentiel. Le chef de l'État doit quand même, comme le dit Perzo, moi je partage ça, essayer de rassurer tout le monde, de rassurer la nation, de rassurer les Béninois, de dire un mot par rapport au niveau de vie, au coût de vie, hein, et d'apaiser un peu, et de donner espoir au peuple béninois parce que c'est son rôle fondamentalement. C'est le seul Béninois, c'est le seul qu'on a élu qui a le droit de rassurer tout le monde et de promettre, de projeter, et de nous dire un peu là où il nous amène pour le quinquennat nouveau qui est arrivé. Moi, je suis convaincu que l'homme est toujours resté droit dans ses bottes, dans sa logique, et cette logique-là ne varie pas. Et je crois qu'il va encore nous l'approuver. Michel Tchano. Je comprends la préoccupation de Perdo. Hein. Pourquoi vous me mettez au centre? Absolument. Hein. Mais pour le chef de l'État a des possibilités. Il est le président de tous les Béninois. Il est au début d'un nouveau quinquennat qu'il a promis hautement social. Je pense que le discours ira dans ce sens-là. Il nous a promis qu'il sera porté en triomphe à la fin de son mandat. Désormais, le chronomètre est mis. On est 5 ans, c'est vite arrivé. Je crois que c'est cela qu'il va décrypter, qui va nous mettre en musique, le hautement social. Nous traversons une période de vie chère, pas qu'au Bénin, la vie est chère au Togo, partout, c'est conjoncturel. Il va nous le dire. Et surtout, sa place dans l'histoire, la place que M. Talon a laissée dans l'histoire, c'est maintenant qu'il faut déjà commencer par regarder quelle place il va laisser dans l'histoire. Maintenant, pour le reste, pour ceux qui sont exilés, encore que dans les exilés, il faut les diviser, il faut serrer les exilés. Il y a des exilés volontaires, il y a ceux qui je ne sais pas comment on les appelle exilés, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a d'autres, avant de pardonner, avant de gracier, ou bien avant de penser, parfois, il y a pour d'autres, il faut que la justice d'abord passe. Avant que M. Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire, il y a d'abord la justice qui est passée. Et pour ce qui reste, on attend de voir comment faire une loi d'amnistie. Donc, il y a des gens qui doivent remplir certaines conditions avant qu'on ne pense à cette étape-là. Et moi, je crois qu'on le veuille ou non, en tant que président de tous les Béninois, cette étape viendra. Ça peut ne pas venir cette année, mais ça viendra. Je crois que le chef de l'État, il est conscient qu'il faut qu'il y ait des frictions au niveau du tissu national, qu'il faut le recoudre. Je pense que ça va finir par venir. Je ne me fais pas d'illusions. Mais il a promis un mandat hautement social. Je pense que les 70% du discours iront à ces niveaux-là. Alors, cette semaine du plafond plancher, nous avons assisté à des hommages à l'endroit qui honorent la mémoire de Roselyne Vieira-Soglo qui nous a quittés dimanche dernier. Les uns et les autres espèrent qu'au cours de ce discours, il puisse avoir une mesure qui permettra quand même à Léa Soglo de venir assister aux obsèques de sa mère, Joseph Perzonago. On vous a vu également relayer quelques tribunes, mais dites-nous d'entrée de jeu déjà, qu'est-ce que vous retenez du parcours sur terre de Roselyne Soglo?
Bon, mais que dirais-je d'autre que certaines personnes, des voix plus autorisées, n'ont eu à dire. En tant qu'historien du présent, je dirais simplement que j'ai pu observer cette personne, ce personnage, illustre sur son parcours. J'ai eu l'opportunité de suivre la Conférence nationale. J'ai eu l'opportunité également de suivre le renouveau démocratique avec à la tête du pays un certain Nicéphore Soglo. On a vu cette dame qui était omniprésente dans la vie du chef de l'État, au point où parfois on se dit, mais nous on n'est pas en Europe ici où la femme occupe pratiquement. Il avait, si Michel peut me rappeler, il avait un sobriquet. Elle avait un sobriquet pour appeler Nick. Bon, elle ne se payait pas de mine pour le dire partout où elle passe. Donc, elle a marqué le Bénin, cette dame, et ses prises de position. Même si on ne les partage pas toutes, il faut reconnaître quand même qu'il y a un fond de philosophie, un fond de certitude. C'est-à-dire, elle est certaine de ce qu'elle dit, même si elle va se retrouver en conflit avec certaines réalités, elle le dit. Il y a cette fameuse histoire des 20 millions de francs CFA de l'époque qui auraient été gaspillés sur les Champs-Élysées, pour utiliser les termes de l'opposition d'antan, avec un certain... 10 millions, c'est 10 millions. 10 millions, c'est 10 millions. mieux. Pour les yeux. Mieux. Aujourd'hui, on parle en termes de milliards. Ben, à l'époque, 10 millions de francs CFA. Et j'ai retenu cette phrase où elle dit « Certains se sont répandus dans des galéjades insipides pour salir mon nom. » Rosine Soglo, c'était en 91 ou Non. 80. Oui, bon, la première mandature de l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc, cette dame, elle a marqué les esprits. Et j'ai dit tantôt que ce n'est pas tout ce qu'elle disait qui était accepté de tous. La dernière chose que j'ai retenue d'elle, mais à son âme, c'était à l'Assemblée nationale, où elle a dit « j'ai pris ». On est venu me proposer, j'ai pris. Bon, moi, j'ai repris ce passage dans mon journal, les mal m'en a pris. Je me suis retrouvé à la HAC. On m'a dit d'apporter les preuves que j'étais là au moment où elle prenait. Je dis, mais attendez, elle dit qu'elle a pris. Qu'elle ait menti, moi j'ai reporté. Elle a pris quoi? Elle a pris de l'argent. Voilà. Et donc, bref, c'est-à-dire, elle n'avait pas sa langue dans la poche. Et elle a été grand défenseur. Je ne voudrais pas être dans le genre, à ce niveau, je dirais, Rosine Soglo a été grand défenseur des causes de la femme. On l'a vu, elle a défendu les causes de la femme face aux hommes. Et on a la dernière illustration, le conseil électoral s'est retrouvé avec 5 garçons. J'abuse du langage. À vous, sans Joseph aucune femme à Berzo, l'intérieur. Rosine Soglo aurait combattu ces gens de choses. Merci pour Voilà. ce Je lui en hommage. sais gré. Basile Tivozo sur la même question. Non, merci beaucoup. Rosine Soglo, c'est 3 choses que je retiens. C'est une mère de famille qui aime son mari, qui aime ses enfants de façon folle. C'est une redoutable politicienne qui a démontré à la tête de la RAB combien de fois une femme peut être redoutable parce qu'elle a imposé à la fois la rigueur et le rigorisme. Mais malheureusement, je retiens que la rigueur n'étant pas le rigorisme étant, disons, la phase supérieure de la rigueur, le rigorisme a tué la rigueur. Pourquoi? Parce que, basculant de la rigueur au rigorisme, malheureusement, certains barons du PRP sont partis. C'est ça qui a amené les monos à partir, les gens à partir. Mais le pire de ce rigorisme-là a été la partition de la RB en 2000, avec l'ELBA, RB Elba, RB El Soglo. Souvenez-vous. Donc, tous ceux-là sont partis. Les Charles Guédou, les Cyprien Théory sont partis, ils sont rejoints. Les Guillameri Adjaromo sont partis, etc. C'est ce rigorisme-là qui a amené à ça. Et qui, fondamentalement, n'était pas quelque chose de souhaitable. Mais je note que Rosine Soglo a été la précurseur des grands ensembles politiques aujourd'hui. Si on a l'UP aujourd'hui, si on a le BR de Dieu, mais il faut repartir en 91 à la création de la RAB et 92 à l'intérieur, où elle a dit tous les partis se réclamant de la RAB doivent venir à la RAB. Tous les partis se réclamant de la gestion de Nicéphore Soglo doivent venir à la RAB. Ils voulaient un grand ensemble de la RAB. Effectivement, ça a été fait. Certains n'ont pas accepté. Mais vous savez, l'année qui a suivi, elle est partie à l'Assemblée nationale avec 27 députés parce que le grand ensemble lui a permis d'avoir des partis à l'Assemblée nationale aux élections de 92-93 avec 27 députés de la RAB. Parce qu'elle a lancé cet appel-là au grand ensemble. Aujourd'hui, dans les grands ensembles, les gens jazzent autour. Il faut que les gens repartent de l'histoire. Ce que je retiens aussi, c'est une mère de famille.
une femme de cœur. Une femme de cœur qui, avec Vidolé, a vraiment été soutenir les femmes, les triplés, etc., etc. Je crois que c'est une figure qu'il ne faut pas banaliser. Et on souhaiterait qu'il y ait beaucoup de Rosine Soglo dans le pays. Voilà. Michel Tianou, par rapport à la même question, Ouais, est-ce que vous retenez le parcours de Rosine Vieira Soglo sur terre? Rosine Soglo, comme l'a dit certains, d'abord, il faut d'abord, on respecte les morts en Afrique. Je retiens d'abord ce débat, ce fameux débat de la première mandatée de l'Assemblée nationale sur les 10 millions pour ses yeux, parce que ça lui a coûté les yeux après. Hein. Et je crois que c'était le niveau de notre démocratie à l'époque. Hein. Il y a eu des débats enflammés où je vois encore Gatien, Pouillon, Gatien dit que la première dame, c'est ma maman. Ben, mais à l'époque, on avait, c'est pas peut-être c'était le niveau de la démocratie de l'époque, ça lui a coûté les yeux. Mais de Rosine Soglo, maintenant politique, je dirais d'abord, elle est rentrée en politique par le haut. Hein. Elle a toujours dit que c'est en Côte d'Ivoire qu'on faut, il a conseillé de créer un parti. Son courage, c'est d'avoir eu le courage de créer le parti dont elle est le président d'honneur. Mais elle a créé ce parti, comme l'a dit Basile, peut-être que elle n'avait pas un passé militant. Mais son instinct maternel l'emportait plus sur le parti, si bien qu'elle a créé une sorte de mamaïsme qu'il fallait adorer maman. Ça a contribué à la scission du parti. Il y a même une part, quand on analyse bien, dans l'échec de Nicéphore Soglo, qu'on le veuille ou non, Rosine Soglo occupe une bonne part dans l'échec de Nicéphore Soglo en 96. Donc on ne doit pas l'oublier. Mais n'en demeure pas moins qu'elle fille quand même. Rosine Soglo, elle est entière. On l'aime, on ne l'aime pas. Mais parfois en politique, ce n'est pas. Parfois, il faut pouvoir arrondir les ongles, ce qu'elle souvent n'a pas su parfois faire. Sinon, je retiens d'elle une grande politique, mais en dehors des Karim Rafiatou qui ont été militants depuis la base, parce que c'est un Rafiatou que je peux mettre à ce niveau parce que, quand le veut ou non, Karim Rafiatou était la première femme à être sous-préfet, chef du district dans le temps, et être ministre chez nous. Ça, c'est l'antithèse pour moi de Karim Rafiatou, l'antithèse de Rosine Soglo pour moi. Quand les gens disent qu'ils. Mais en matière d'engagement, les Gbedo qui sont venus après, la dame Célestine Zanou peut-être n'ont pas atteint ce niveau-là. Donc, si moi je cherche une référence dans l'histoire, c'est les Karim Rafiatou, ou peut-être la dame Mbale Elisabeth qui n'a peut-être pas pu faire l'autre chose là. En dehors de ça, ce fut le Bénépère, une grande dame, et qui, c'est surtout elle qui a ancré dans nos têtes les 6 histoires de première dame que nous on n'était pas habitués. Son mari disait que les Béninois avaient un truc de castré, je sais pas, de castration. Les Béninois souffrent du complexe de castration dans le temps parce que nous on n'était pas habitués à une première dame qui suit son mari, on n'était pas habitués et à voir notre président se faire appeler Nick. Mais, enfin bref, elle nous a mis dans la tête le mot première dame. Donc hommage, elle mérite hommage de la nation. Elle mérite hommage de la nation. Alors Joseph Perzonabo, est-ce que de ce décès on peut en tirer profit? Est-ce que des hommages, des obsèques de ce décès, on peut trouver une conséquence politique? Oui, vous savez, tout événement heureux ou malheureux qui survient, on peut y prendre appui et tirer les conséquences. Bon, je parlerai plutôt de tirer les conséquences et tirer les leçons. Dans le cas d'espèce, Rosine Soglo devrait, la disparition ou le décès de Rosine Soglo devrait amener chacun des politiciens de ce pays, de quelque bord que ce soit, à se reposer la question de savoir quelle est sa mission à lui sur le terrain et quelles sont ses perspectives. On a vu ce que cette dame a eu à faire, tous les efforts, toutes les ressources qu'elle a déployées. On a vu finalement à quoi ça aboutit. Chaque politicien devrait pouvoir se mirer et se dire quel est mon rôle, y compris même le premier des Béninois. Elle a 2 enfants. Gagnou Soglo qui a été l'objet d'une attaque récemment. Vous avez les preuves? Léadi Soglo qui n'est pas au pays. Est-ce que vous pensez que une action politique peut être effectuée pour que Léadi Soglo puisse être présent aux obsèques de sa maman? Moi, je dis ceci, hein, au-delà de la justice. Quand bien même tout le monde nous sommes tous égaux devant la loi. Oui, au-delà de la justice et de toute l'organisation sociétale, il y a une réalité qu'on ne peut ignorer et partout dans le monde. La politique peut se mettre au-dessus de tout. La politique peut régler ou jouer ou déjouer tout processus. On a vu en Côte d'Ivoire, il s'est passé quelque chose où la politique s'est mise au-dessus de tout et quelqu'un est rentré après 10 années. Il y a eu les alcoolades, ce qu'on s'imaginait mal, et puis des confidences et qui rejoignent à peu près ce que vous êtes en train de dire, mon cher confrère, pour dire que dans les confidences, on a entendu un certain Alassane Ouattara qui disait « C'est grâce à Gbagbo que j'ai pu
venir au pays, enterrer ma maman. J'étais en exil. C'est grâce à Gbagbo, Laurent Gbagbo, que moi, Alassane Ouattara, j'ai pu être autorisé à venir faire les obsèques de ma maman de fête. Ça explique tout. Je ne voudrais pas aujourd'hui polémiquer et dire tel a le droit d'obtenir de celui-ci, telle autre chose, mais je voudrais prendre cet exemple et dire la politique peut s'offrir tout, peut tout détruire ou tout reconstruire. Alors, Basile Tibozo, appelons un chat de cette semaine sur la toile après le décès de Roselyne Vieira-Soglo. Les gens estiment que le chef de l'État a plusieurs prérogatives et plus beaucoup de pouvoir. Et donc, on estime qu'il peut quand même faire quelque chose pour que Léa Soglo puisse venir assister à ces obsèques, quand bien même ce dernier a eu à déclarer récemment au cours d'une interview qu'il n'a pas de problème de personne avec Patrice Talon. Non, vous savez, je crois qu'il y a entre ce qu'on appelle entre le rationnel et l'émotionnel. L'émotionnel, c'est ce qu'on voulait souhaiter. N'est-ce pas? On est ému, on voudrait vraiment souhaiter que l'émotion prime, et que le cœur prime, et que la compassion prime, etc., etc. Mais dans le même temps, il y a le rationnel. Le rationnel, c'est la justice. C'est la justice. Et si, au nom de la justice, il est question d'appliquer les dispositions légales, je crois que Léa Soglo, il peut venir, il peut être relâché comme il peut être pris. Tout revient à Léa Soglo. Moi, je dis, tout revient à Léa Soglo. Lorsqu'on aime sa mère, qui a tant donné pour ses fils, qui s'est pratiquement tué pour ses fils, qui s'est bousillé la vie pour ses fils, et qui est morte aujourd'hui. Quand on a un mère comme ça, si on a le même amour que cette maman descend, on assume. Je descends au pays, je vais enterrer ma mère, on peut m'arrêter. Qu'à cela ne tienne, l'histoire retiendra que c'est pour ma mère que je suis descendu. Ça, c'est ma conviction. C'est ma conviction. C'est pour ma mère que je suis descendu. Une mère, comme nous avons tous, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de louer. Je crois quand même que ce que les enfants peuvent lui rendre, c'est au moins ça. Maintenant, que c'est le tas, Gassi, machin, tout ça. Encore que, vous savez que Léa Soglo n'est pas en exil, il est en voyage. Donc il est en voyage. Il n'a pas été jugé, il doit être jugé. Donc, il y a tout ça. Donc c'est un citoyen qui est plus ou moins libre. Aucune peine ne pèse sur lui. Il pèse sur lui la possibilité de venir de répondre. Mais il n'a pas répondu, il est parti. Moi, je fais pas le débat fiction où les gens voient l'évidence et passent à côté. C'est la réalité, ça. Est-ce que cette réalité est partagée Gbagbo par a été Michel jugé Tchanou? au CPI, il est rentré au pays, il a demandé la paix, etc., etc. Il ne ferait pas ça. S'il n'y a pas de jugement, Gbagbo ne rentrerait pas. Je suis désolé, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé tout à l'heure du cas de la Côte d'Ivoire. Michel Tchanou. C'est moi qui ai la parole. C'est pas une question de plaît, Gbagbo, je n'ai pas fini. Gbagbo ne descendrait pas si... Nous allons aborder le cas de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois quand même que l'amalgame qu'on fait, la juxtaposition qu'on fait, etc., moi, pour moi, c'est pas un débat rationnel, ça. Déjà, moi, je crois qu'il y a deux choses. Hein. Le chef d'État peut accorder, la grâce dans des conditions précises. Avant d'accorder la grâce, il faut que la justice doit d'abord passer. Maintenant, il y a l'amnistie. Ça, une amnistie, c'est une loi d'amnistie, il faut recourir à l'Assemblée nationale pour le faire. Il y a cette deux possibilités que je là. Mais il n'est pas encore condamné, que je sache, M. Liadi. Que je sache. Et puis, n'oubliez pas aussi, hein, je ne suis pas juriste, hein, mais si on crée ce précédent-là, il va falloir aussi l'accorder à d'autres. Il y a d'autres aussi qui sont comme lui, qui sont ailleurs. Mais au-delà de tout ce que nous disons là, le chef d'État, c'est lui qui apprécie. Et mieux, je sais qu'il y a des liens aussi familiaux entre le chef d'État. Je sais que le chef d'État ou bien l'autre, je vois gagner ou appelle le chef d'État et son tonton. Il y a des liens familiaux. Il y a le parrain de sa fille. Il y a des liens qui nous dépassent. Le chef d'État est un béguinois comme nous tous. Et puis, il est le chef de l'État. Il a ses possibilités. Il est un homme. Il sera apprécié. C'est à lui que... Il est le père de la nation, on le dit. C'est en cela que ça joue. Comment trouver le juste milieu? Comment ne pas créer le précédent? Comment ne pas créer la jurisprudence? Comme le dit Basile, au nom de l'amour d'une mère, il peut rentrer au pays et advienne que on verra bien ce qui va se passer. Merci à vous, Michel Tchanou. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Nous abordons à présent le dernier virage de cette émission. Les regards seront axés ce soir sur la télévision nationale pour suivre le message du chef de l'État. Mais cette émission se poursuit. Nous sommes dans le dernier virage, le dernier sujet. Dites-nous, Joseph Perzonago, vous avez suivi, comme tout professionnel des médias, cette actualité de la Côte d'Ivoire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive
tant à l'échelle nationale que même internationale. Quelles sont vos appréciations sur cette rencontre qui a eu lieu entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara? Merci. Avant d'aller en Côte d'Ivoire, vous permettez que je quitte le Bénin tout au moins, hein, pour constater Non, qu'il y a des similitudes. On est en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a des similitudes. Ils empiètent sur ce que je dis. Oui, je constate qu'il y a une similitude extraordinaire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, ok, je suis sur les bords de la lac Ébrié, j'y reste. Tout à fait, de là-bas, je dirais qu'il y a des similitudes, parce qu'on a vu un certain Gbagbo entrer au pays, alors qu'il y a des condamnations qui pèsent sur lui, encore à l'interne. J'ai vu aussi qu'on a un compatriote de là-bas, depuis le bord du lac Ébrié. Je constate qu'il y a un compatriote aussi qui avait un mandat d'arrêt international, et qui est rentré au pays, qui allait presque à la limite embrasser le chef de l'État, qui l'a accompagné dans sa campagne électorale. C'est des choses sans qu'il n'y ait, j'ai encore la parole, sans qu'il n'y ait de, lorsqu'on parle de jurisprudence, j'adore ça aussi, je suis pas juriste, mais j'adore la jurisprudence, et donc ça aussi, c'est quelque chose. Et donc, au bord du lac Ébrié, j'y suis encore pour constater que ça a été une bonne chose pour ceux qui en ont marre de cette guerre en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que dans la foulée, il y a quelques heures pour ne pas dire, on a appris aussi l'élargissement ou la relâche pure et simple de... La CPI a levé le mandat tout à fait. Contre... Bon, ça dit des coïncidences assez heureuses pour les Ivoiriens parce qu'il faut aller à la paix en Côte d'Ivoire. C'est une bonne chose. C'est une merveilleuse chose qui devrait pouvoir inspirer. Est-ce que ça peut inspirer le Bénin? Vas-y, Thibozou. Quoi? La rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. On est en Côte d'Ivoire, on est au Bénin. On est en Côte d'Ivoire, on est au Bénin. Est-ce qu'une telle rencontre, puisque les gens ont fait une comparaison, oui, Patrice Talon et Boni Yaye également. Il y en a qui ont peur de faire le saut pour revenir rapidement au Bénin. Ça ne coûte rien. Boni Yaye et Patrice Talon, je ne pense pas qu'il y ait de problème majeur. Hein. Ce que moi je sais, c'est que entre il y avait une rencontre qui était annoncée en temps, que Boni Yaye devait être au palais de la Marina, il n'y était pas. Oui, mais c'est le fait de qui? L'analyse que nous allons faire, nous autres, c'est qu'on constate que la rencontre n'a pas eu lieu, bien que Patrice Talon soit en train d'attendre la délégation qui avait été conduite par le président Obasanjo, qui a fait un crochet chez le président Soglo, et au moment où le président Talon attendait, mais ce n'est plus, Yahibo n'est plus venu, c'est les autres qui sont venus. Je crois que c'est des choses qu'on cache. Deuxième chose, j'ai pu comprendre que lorsque le chef d'État était en tournée, il a demandé à ce que, qu'on puisse faciliter la rencontre entre lui et son frère, qui est le président Boni Yaye. C'est pas Boni Yaye qui a demandé ça, c'est Patrice Talon qui a demandé ça. Je crois qu'on n'a pas eu de signe majeur de la part de Boni Yaye. Je n'ai pas pour souvenance que lui-même a dit ça, qu'il a dit que j'ai appris que mon frère veut me rencontrer. On n'a pas eu ça dans le débat national. Mais ce qu'on sait, c'est que Patrice Talon a dit « Je veux que vous interveniez auprès de mon frère Yaye Boni pour que je le rencontre. » On n'a pas eu le retour. Alors, vous parlez de quoi? On parle de quoi? C'est ce que moi je vous dis. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est les autres qui doivent faire toujours le bas, alors que ceux qui prennent la chose ne font pas le paquet comme cela se doit. Moi, je suis ébloui. N'attendez pas. Ne pensez pas que tout le monde est comme tout le monde. Patrice Talon a ses convictions, a sa logique. C'est pas un dieu, c'est un homme. Mais les démarches simples que certains pourraient faire. Vous avez parlé de Bertin Kovi qui est descendu, qui a fait mea culpa. Il est dans le pays, il circule. Vous avez parlé de Pascal Tawes qui est descendu, qui a fait mea culpa, qui a beaucoup d'investigations, qui est descendu. Mais qu'est-ce que les autres ont fait? Qu'est-ce que les autres ont fait? On dit, fête nationale, ça vient, il faut gracier, il faut pas truc là. Ça me passe par la justice. Non. Yaye Boni, Talon a été gracié par Yaye Boni après le non-lieu prononcé par le juge Angelo. Oui ou non? C'est la vérité. Il faut passer toujours par le fil de la justice. Il faut qu'on respecte la justice aussi. Voilà. Si les choses sont déjà bien passées. Aujourd'hui, les grâces peuvent aller vers Adjavon. Totalement. Ça peut aller vers tous ceux qui ont été jugés. Totalement. Voilà. Donc, si on parle d'Adjavon, je suis d'accord. Mais il a dit, ok, Madougou, tout ça, c'est pas possible. C'est une loi d'amnistie qui doit prendre le cas. C'est la réalité, ça. Ou alors, on n'a pas été à l'école. Alors, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a rencontré Laurent Gbagbo. Nous avons vu les images qui étaient très agréables à la vue, de part et d'autre. Est-ce que la situation de la Côte d'Ivoire
le Bénin peut s'en inspirer. Ouais, je ne pense pas qu'on est dans le même schéma. Je crois que Basile a déjà dit l'essentiel. Et que Yahi Boni et Talon, entre Gbagbo et le président Alassane Ouattara, c'était plus grave. Puis c'est Ouattara, Gbagbo était en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui l'a fait mettre dans l'avion pour l'emmener pour l'envoyer vers la CPI. Or, je ne pense pas qu'il y ait ce degré de problème entre le président Boni Yahi et le président Talon. Yahi Boni a manqué une grande occasion où le président il est venu avec une délégation de la CEDEAO, où il était attendu au palais, il n'est jamais allé au palais. Et puis depuis, je ne sais pas là où il est passé, je ne sais pas s'il est en exil ou bien s'il est au Bénin. Le président Soglo aussi est là, je ne sais pas ce qu'il oppose au président Yahi Boni. Je ne sais pas ce qui les oppose. Donc on n'a pas les mêmes degrés de problème. Le président Soglo peut aller, il a été chez le chef de l'État une fois, il peut aller au palais. Mais Yahi Boni fondamentalement, je ne sais pas, il n'y a rien qui les oppose. Yahi Boni n'est pas sous le coup d'une condamnation, n'a pas été gracié. Je ne sais pas ce qui c'est. Il appartient. Dans le cas de Gbagbo, il y a eu des négociations. Il y a d'abord Ahmed Bakayoko qui était en contact. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et mieux, Gbagbo a dit, avant que vous voyez les images là, Gbagbo a appelé, il y a eu des intermédiaires entre eux, Gbagbo a appelé le président Ouattara, ils ont parlé avant qu'ils ne se voient. Donc il y a, comme l'a dit Basile, quelque part la décrédibilisation, il faut que ce soit volontaire, il faut qu'on le veuille de deux côtés. Moi j'ai regardé avec plaisir les images de Gbagbo et puis de Ouattara, je souhaite ça pour mon pays. Mais du temps du président Yahi Boni ici, Kérékou allait au palais. Et pourquoi ces deux adversaires se sont ligués aujourd'hui, ils ne veulent pas aller au palais? Qu'est-ce qui les empêche d'aller au palais? Parce qu'ils ont géré ce pays. Ils connaissent les difficultés qu'il y a à gérer les Béninois. Pour moi, c'est à eux de savoir que celui qui est là, qui gère, comme le disait Kérékou, le Bénin est petit, mais son poids est lourd. Ils doivent savoir qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes dans la gestion de notre pays. Moi, c'est ça que, à ce niveau, je ne vois pas le problème. Après ce que le chef de l'État a dit au Nord, pour dire, dites à mon frère Yahi Boni, je l'attends, et essaye de jouer l'intermédiaire entre nous. Je ne sais pas, le chef de l'État reste la main tendue à mon entendement. Alors, lorsqu'on repart en Côte d'Ivoire, Joseph Personnango, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons vu par le passé également Boni Yahi et Patrice Talon entourés des présidents Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé en Côte d'Ivoire pour se voir. Ils ont fait des discours, c'était très beau également. Mais par la suite nous la connaissons tous. Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, cette rencontre que nous ont fait Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, est-ce que c'est véritablement la fin du duel entre les deux? Non, je ne pourrais pas proclamer ici la fin du duel parce qu'on est dans le monde politique. C'est-à-dire, sous les tropiques, principalement, la politique, c'est à qui marque le mieux les faux coups à l'autre. Mais écoutez, mon cher confrère, vous avez évoqué cette rencontre entre un certain Alassane Ouattara, Gnassingbé Faure et puis Patrice Talon, enfin, du moins, oui, et Yahi Boni. Mais attendez, qu'est-ce que nous disons ici sur ce plateau? J'ai tantôt parlé de... Ne faisons pas preuve d'hypocrisie. Nous ne sommes pas même, à moins qu'on ait pris le petit déjeuner aujourd'hui avec Patrice Talon, on peut s'offrir le luxe de dire certaines choses ici. Je n'ai pas eu l'opportunité de prendre le petit déjeuner avec lui. Il y en a qui prennent le Il y en a petit déjeuner. ici qui J'en prennent ai le petit déjeuner. l'impression. Il y en a qui prennent le J'en ai petit l'impression. déjeuner. Je vous en prie, j'ai la parole. J'ai l'impression qu'il y en a parmi nous ici qui ont pris le petit déjeuner avec Talon aujourd'hui pour pouvoir oser dire. Dites-leur pendant que nous y sommes. Que depuis qu'il a dit, depuis qu'il a lancé l'appel à unissez-moi à mon frère, que rien ne s'est fait. Mais attendez, vous étiez là lorsque les deux se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, aux côtés d'un certain Faure, et c'était Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que nous, journalistes aussi pointilleux que nous sommes ici sur ce plateau, qui avait eu cette information avant que les deux se retrouvent là-bas? Non. Alors nous parlons. S'il y a eu un coup de fil hier nuit entre un certain Patrice Talon et un certain Yahi Boni, qui le sait? Et nous osons dire ici que rien ne se fait. Non, je vous en prie, restons dans notre rôle de journaliste. Vous avez vu qu'il y a eu coup de fil? Je dis, nous ne pouvons même pas le dire. Et donc, nous n'avons pas le droit non plus ici pour dire que rien ne se fait du côté de certains. Certains ne font pas les premiers pas. Nous n'avons rien. Nous sommes là pour constater ce qui se fait. Et le constat que vous faites, c'est? Le constat que je fais, c'est que je ne peux jurer de rien dans la mesure où, est-ce qu'en ce moment, Yahi Boni et tel conseiller de Talon serait en train de se parler? Mais qui a nié? Mais pourquoi on va dire que rien ne se fait? Merci à vous, Joseph. Ah non, je vous en prie. Soyons moins hypocrites. Grandissons là. Non, Perso. Je crois qu'il faut cadrer, Perso. Ah oui, Il y a personne ici, nous sommes le café avec le chef de l'État, il faut cadrer. Après les lettres de cadrage, on va me cadrer maintenant sur ce plateau. Je crois que... Vas-y, Thibaut, pour le café avec le chef de l'État. Qu'est-ce que nous savons? Moi, je voudrais persister et signer ici pour dire que je suis désolé. Je suis désolé d'entendre qu'on parle d'hypocrisie ici, et c'est sur le plateau. Je crois que nous ne sommes pas ça près. Et quand on fait un débat, on doit se respecter, je crois. Personne n'est hypocrite ici. Je persiste et je signe pour dire que Patrice Talon a dit
à Tchaourou et à Savé, je voudrais qu'on parle à mon grand frère pour qu'on se voit. Et que depuis, personne n'a eu une action publique en retour. J'ai dit action publique en retour. C'est ce que j'ai dit. Ça ne suppose pas qu'on a pu payer déjeuner avec qui que ce soit. Le café ce matin avec le chef de l'État. Donc, moi, je pense que... Mais je martèle cela. Et en journaliste, en analyste politique, c'est le constat que moi je fais. Il peut y avoir des négociations en soutien. Personne ne sait. Peut-être qu'en sortant d'ici à midi, on peut annoncer. On ne sait jamais. Peut-être que le président demain, au discours du chef d'État de la destination, peut-être que Talon peut se retrouver avec Yahi. On ne sait jamais. Dans le décor, on ne sait jamais. Mais ce qu'on constate jusque-là, c'est qu'on n'a pas eu la démarche attendue. La démarche de cette main qui est attendue n'a pas été attrapée par l'autre camp. C'est un constat que je fais, j'assume. C'est indéniable. On peut me dire que je suis hypocrite pour ça. Michel Tchanou, vous avez l'honneur de conclure ce débat. Michel Tchanou, Patrice Talon Boni-Yahi, Nicéphore de Soglo, qu'est-ce que nous pouvons espérer à ce niveau? On ne peut que espérer que les trois transcendent les petites contradictions qui entre eux, parce qu'ils ont été tous grands, ils nous ont dirigés, ils ont été tous des grands béninois, qu'ils transcendent ces petites contradictions-là, pour finir par l'image que nous tous donnons, nous rêvons de revoir l'image de Patrick, du chef de l'État entouré de ses prédécesseurs. Et je suis sûr que dans le protocole, à chaque 1er août, si on avait, dommage que la crise sanitaire nous empêche de faire une grande célébration, je sais que s'il y a ces fêtes-là, on doit pouvoir inviter les deux anciens chefs de l'État. Mais il brillait de par leur présence. Mais il brillait de par les absences. Absence, j'allais dire. Oui, donc on n'a pas besoin de prendre le café avec le chef d'État pour le constater, perso. Donc, je crois que c'est la paix que nous voulons. Nous voulons que les trois transcendent les contradictions qu'il y a entre eux pour se lever au-dessus de ces problèmes-là. Le Bénin ne veut que la paix, parce qu'on ne peut pas avoir, il n'y a pas de paix, de développement sans la paix. C'est ça qui est capital. Merci à vous, Michel Tchanou. Je rappelle que vous êtes consultant, média, communication, analyste politique. Vous étiez face à Joseph Perzonago, directeur de publication du quotidien La Dépêche, et le troisième invité, Basile Thibozo, président directeur général du groupe de presse Le Challenge. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Merci pour l'aimabilité. Portez-vous bien. Bonne fête de l'indépendance. On se retrouve demain dimanche pour l'invité avec le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc Républicain.